Je suis ravi d'être avec vous ce soir, d'autant plus que je donne des formations ici, dans cette salle même, au biomimétisme plusieurs fois par an. On se sert aussi du Muséum d'histoire naturelle comme terrain de jeu, les grandes serres, la grande galerie de l'évolution, pour former des personnes au biomimétisme. Et d'abord, je voudrais commencer par vous poser une question. Qui a déjà entendu parler du biomimétisme? Si vous pouviez lever la main. Waouh, mais j'ai plus rien à vous raconter alors. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous le biomimétisme? Vous pouvez tenter peut-être? C'est pas une interro, hein, c'est juste pour voir un peu le savoir collectif qui peut peut-être s'exprimer aussi ici ce soir. Oui? S'inspirer des mécanismes naturels pour faire des technologies plus intéressantes pour diverses fonctions. C'est une partie de la réponse, oui. Est-ce que quelqu'un voudrait compléter ou proposer une définition un peu différente? Non, je me lance? Oui, allez-y. L'art d'imiter la nature. C'est tout à fait l'art d'imiter la nature, oui, tout à fait. Vous aviez levé la main? Oui. C'est reproduire les lois du vivant pour s'organiser aussi. Oui, ça touche différents domaines, effectivement. Il y a peut-être quand même une spécificité qui n'a pas été mentionnée. Autant s'inspirer du vivant, c'est vieux comme l'humanité, mais on peut aussi le faire, surtout depuis les ères industrielles, sans forcément respecter le vivant. On peut faire des robots, tueurs même, imitant le fonctionnement d'insectes ou d'oiseaux pour voler. On voit malheureusement avec la crise qu'on a actuellement en Europe et dans d'autres endroits qu'on peut très très bien imaginer toutes sortes d'instruments de mort imitant le vivant. Ce qui est un peu paradoxal, je vous l'accorde. Mais cette intention, en fait, de le faire en essayant de resynchroniser l'humanité dans la toile de la vie, de répondre aux grands enjeux de l'époque, c'est beaucoup plus récent. C'est une Américaine qui s'appelle Janine Benyus, qui en 1997 a posé cette intention. Et c'est ça qu'on appelle le biomimétisme, contrairement à la biomimétique ou à la bio-inspiration. Donc c'est le sous-ensemble avec une philosophie humaniste et d'éco-conception qui consiste à s'inspirer du vivant, certes, mais avec ce cahier des charges d'essayer de répondre aux enjeux de l'époque, de la pollution, des empreintes énergétiques, mais aussi les enjeux sociaux. Ça, c'est vraiment important de le poser. Des grands précurseurs, et la première fois que je suis venu ici, j'étais ravi de voir l'homme de Vitruve dessiné par Léonard. Bien sûr, dans l'art de s'inspirer du vivant, il y a eu quelques grands maîtres, dont Léonard de Vinci, bien sûr, dans ses codex, qui a... pas forcément toujours créé, mais en tout cas pensé à pas mal de machines, y compris pour voler, qui s'inspiraient des oiseaux, des chauves-souris, etc., de toutes sortes en fait, de choses qu'il observait autour de lui dans ce qu'on peut appeler de nature, et on reparlera tout à l'heure de ce concept de nature. Il disait lui-même, Léonard, va dans la nature, c'est là qu'est ton futur, en parlant de l'humanité. Alors c'est très intéressant de voir qu'à une époque où nous provoquons, nous les humains, Homo sapiens sapiens, autoproclamés doublement intelligents, la 6e extinction de masse, eh bien, on a aussi un regain de cette envie de s'inspirer du non-humain pour essayer de résoudre nos problèmes d'humains. Alors, bien sûr, le biomimétisme est surtout connu, actuellement en tout cas, quand on y pense, on pense sur toute technologie. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, ça peut aussi toucher les modes d'organisation. Et au sein de l'institut pour lequel je travaille, l'Institut des futurs souhaitables, à la limite, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle des signaux faibles qui sont en train de monter en puissance et qui valent la peine d'être cultivés parce qu'ils peuvent peut-être nous dire quelque chose de ce que demain pourrait être à l'aune de ce qu'il a de meilleur. Ce n'est pas de la prospective prédictive, c'est se projeter dans un futur où on a réussi et regarder dans le présent quels sont les signaux qui sont compatibles avec cette direction-là pour leur donner plus de force, plus de puissance, mettre de l'eau, des nutriments pour que ces faibles signaux, ces pousses qui poussent à travers le fracas des arbres qui tombent, aient une chance d'être les futures forêts de demain, de nos solutions. Eh bien, voilà la posture de l'institut pour lequel je travaille, et le biomimétisme avait été repéré il y a à peu près une dizaine d'années, un peu ramené par moi au sein de l'institut. À l'époque, je ne travaillais pas pour eux, mais je travaillais pour Cousteau. Ceux qui se rappellent peut-être encore du commandant Cousteau, j'ai dirigé la Cousteau Society dans ses programmes sciences et environnement. Et ce n'est pas tellement pour parler de moi, mais d'où me vient en fait cette direction d'explorer l'innovation et d'accompagner dans différents domaines des acteurs de l'innovation. C'est pas pour l'innovation, c'est parce qu'en ayant eu des projets de terrain en mer Rouge, dans des récifs de coraux incroyables mais menacés par le dérèglement climatique,
En ayant eu la chance d'être chef d'expédition polaire aussi depuis plus de 25 ans, j'ai vu aussi des changements extrêmement importants dans certaines zones, l'Arctique particulièrement, mais aussi en Antarctique, particulièrement la péninsule antarctique qui est en face de l'Amérique latine. Eh bien, à un moment donné, bien que venant de la biologie marine et de la conservation, l'art de créer des parcs nationaux, de faire le lien entre conservation de la biodiversité remarquable et réduction de la pauvreté dans des pays comme le Soudan, à un moment donné, vous avez des phénomènes globaux, des marées de plastique qui arrivent dans les océans, du CO2 qui vient provoquer des réchauffements qui tuent les coraux. Eh bien, il y avait comme une guerre larvée entre la technosphère et la biosphère. Et je suis allé vers le biomimétisme comme moyen de monter en amont et de travailler avec les designers, travailler avec les concepteurs, les ingénieurs, pour essayer de faire émerger des technologies qui ne détruisent pas le vivant, qui répondent bien aux enjeux humains et aux besoins humains, mais sans pour autant être ce qu'on appelle des réponses destructives, c'est-à-dire je réponds à un besoin, mais je détruis d'autres besoins pour les humains et pour les non-humains, sans la plupart du temps m'en rendre compte. Il ne s'agit pas, ça c'est important, de dire voilà les gentils et voilà les méchants. Mathieu Baudin, créateur de l'Institut, historien, dit souvent les solutions du XXe siècle sont devenues les problèmes du XXIe. La différence, c'est que maintenant on le sait. Donc qu'est-ce qu'on fait de ce savoir? Le biomimétisme, quand je l'ai découvert, c'était pour moi vraiment un moyen de transmettre ces connaissances du vivant que j'avais eu la chance d'acquérir au cours de mon parcours, pour essayer d'aller dans différents métiers et concevoir différemment. Alors voilà, un peu, c'est plus clair pour vous maintenant, le biomimétisme, en anglais biomimicry, c'est vraiment l'éco-conception inspirée du vivant et pas autre chose. Même si dans les médias, il y a encore beaucoup de confusion, comme tous les concepts qui deviennent à la mode, on qualifie parfois de biomimétisme un peu trop rapidement, ce qui ne l'est pas. Alors par contre aussi, ce qui est important, c'est de dire que c'est avant tout la posture, et on est dans une école de philosophie, donc on n'est pas là pour juger et de dire, bon ben voilà, telle industrie, vous avez fait tellement peu pour améliorer votre empreinte matériaux, votre toxicité, qu'on disqualifie le fait que vous puissiez dire que vous vous êtes inspiré du vivant et que c'est du biomimétisme. Non, c'est pas là où ça se joue. C'est l'intention de départ. Moi, je vais vérifier avec mes clients, quand je travaille avec eux, c'est quoi, est-ce que votre intention est dans cette direction-là? Parce que j'accepte aussi que, pour certaines industries, on soit tellement pris dans les paradigmes du 19e et du 20e siècle, que ce ne soit pas si évident de changer rapidement. C'est comme une partie d'échecs. Peut-être que le premier coup n'est pas très impressionnant, le premier pion que vous jouez, mais par contre, vous savez à quelle partie vous êtes en train de jouer. L'échec a la non-durabilité environnementale et sociale. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Oui. Tu décernes un label ou j'ai pas bien compris? Alors, c'est un institut qui est un institut de formation, une école qui se veut un peu de la réinvention. On a plusieurs formations, hein. Une qui s'appelle la Lab, qui s'étale sur 6 mois, où on va traiter de ces signaux faibles dans différents domaines, pas simplement le biomimétisme. Le biomimétisme est une journée dans la Lab, sur 15 jours étalés sur 6 mois. Et puis, on va creuser certains sujets particuliers qui nous semblent importants, dont les organisations souhaitables, la question de l'innovation inspirée du vivant, donc le biomimétisme, et puis plus récemment ce qu'on appelle une Focus Lab sur les territoires en transition, les dynamiques territoriales. Mais à côté de ça, il y a aussi des conférences, il y a aussi des conférences même grand public et gratuites, un programme récent qui s'appelle Épopée, un peu comme ce soir, on donne des conférences, on fait des ateliers régulièrement dans différents espaces. Donc le label par rapport au biomimétisme en tout cas, c'est pas tellement un label pour le moment, c'est plutôt une méthodologie qu'on transmet qui contient au sein même de cette méthodologie des outils d'éco-conception et de responsabilité sociale. Ça fait partie de la méthode. Donc vous acceptez de l'accorder à tout celui qui a une bonne intention, hein, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est ça. Et après, il y a des projets que moi j'ai refusés, parce que clairement, l'éco-conception n'était pas au cœur de l'enjeu. Voilà. Mais c'est pas... Il y a une norme qui a été déposée, qui définit le biomimétisme, mais pour le moment, il n'y a pas de labellisation biomimétique. On se méfie un peu des labels. Enfin, moi, en tout cas, je m'en méfie, parce que souvent, ceux qui promeuvent les labels sont ceux qui peuvent ensuite les respecter. Et donc, ça devient souvent des usines à gaz avec plein de critères, et ce n'est pas toujours super efficace de mon point de vue. Mais c'est une question qu'on pourra traiter peut-être à la pause plus profondément. Est-ce que ça va ? Alors, il y a 3 grandes directions quand on a décidé de s'inspirer du vivant. On peut s'inspirer de la forme. Alors, j'ai pris quelque chose qui a, je sais, une apparence un peu particulière, qui peut faire penser à des symboles. Je vais la prendre comme ça, peut-être ça sera... Mais ce que vous voyez là, c'est une éponge de verre.
c'est le squelette d'une éponge. Et la forme est tissée, donc c'est un verre extrêmement fin, et a inspiré des architectes pour essayer de comprendre comment l'éponge va répartir de la matière sur les lignes de force et créer une structure extrêmement solide avec un matériel extrêmement fragile, du verre. Ça va? Donc tout ce qui est biomimétisme de la forme, c'est la question est ce type de forme que j'observe, cet arbre, ce coquillage, finalement à quel type de contraintes ça a répondu? Et comment moi, architecte ou designer d'objets, je peux m'en servir pour éventuellement concevoir différemment. Et peut-être au bout du compte, le résultat de mon travail de conception ne va pas ressembler à un arbre, ne va pas forcément ressembler à cette éponge, mais va quand même bénéficier de recettes de design que j'ai compris en observant cette éponge ou en observant cet arbre. C'est important parce que, même si ce n'était pas du biomimétisme, même notre célèbre tour Eiffel est indirectement bio-inspiré. En fait, Gustave Eiffel a travaillé avec un ingénieur allemand qui a étudié ce qu'on appelle la coupe sagittale d'un os de fémur humain, donc vous coupez l'os dans sa longueur, et vous remarquez ces alvéoles dans l'os, et en fait il y a de la répartition de matière sur les lignes de force principalement. C'est encore plus poussé dans les os d'oiseaux, qui en même temps doivent être solides mais légers. Il y a une sorte de paradoxe qui a été réglé en mettant vraiment de la matière seulement là où c'est nécessaire. Alors, comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, Gustave Eiffel, lui, ne disait pas qu'il faisait la bio-inspiration. Mais néanmoins, qui dit moins de matière, dit moins de métaux, moins aussi d'énergie pour faire fondre ces métaux. Et quelque part, ça va dans la direction de ce qu'on appelle nous aujourd'hui l'éco-conception, même si à l'époque c'était surtout des raisons économiques. Donc un des messages clés aussi, c'est que concevoir intelligemment, arrêter de mettre de haute pression, haute température et de la matière partout dans un moule, c'est aussi économiquement intéressant, pas simplement bon pour l'environnement. Eh bien, ça c'est le premier style de biomimétisme, et il y a un deuxième style qui est plutôt comment c'est fabriqué. Et là, je reviens à cette éponge. Vous vous rendez compte? Cette éponge, c'est du verre extrêmement fin. Je vais vous la passer tout à l'heure, vous allez pouvoir regarder. Et c'est fait par cette éponge à 2 degrés Celsius. Combien on a besoin de degrés Celsius, nous, les humains, pour faire du verre? 1200, 1500. Vous avez un animal qui existe depuis des millions d'années, des centaines de millions d'années, qui est capable de synthétiser du verre à température ambiante, la température qui est autour de lui, très, très froide, la corbeille de Vénus, c'est le nom de cette éponge, c'est les eaux subantarctiques, et en utilisant la silice dissoute dans l'eau. Donc c'est une manufacture dans l'eau, à partir d'éléments disponibles autour de l'organisme, au lieu de haute pression, haute température, solvants toxiques dans l'industrie. Est-ce que vous croyez que nous, humains, Homo sapiens sapiens, on est capable de faire aussi bien que cette éponge, et de faire du verre dans de l'eau? Oui ou non? Qui pense que oui? Qui pense que non? Eh bien, on l'a fait. On l'a fait en s'inspirant, entre autres, des diatomées et de cette éponge. Il y a une équipe en France, au Collège de France, qui était sous la direction de Jacques Livage. Maintenant, c'est Clément Sanchez qui a pris la suite après la retraite de Jacques. Et c'est ce qu'on appelle le procédé sol-gel. On n'est pas capable de faire des doubles vitrages, mais on est capable de faire des revêtements extrêmement fins de verre, de dépôts de verre dans de l'eau. Vous vous rendez compte symboliquement? C'est presque alchimique. On a remplacé le feu par l'eau. Et là, il y a des tas d'applications qui n'étaient pas envisageables avant aussi, qui deviennent possibles. Parce qu'à 1500 degrés, vous ne mélangez pas le verre avec grand-chose. Vous cramez tout. Mais dans de l'eau à température ambiante, vous pouvez faire des dépôts de verre sur du lin, sur d'autres types de matériaux et créer des matériaux aux propriétés remarquables en mélangeant en fait ces dépôts de verre avec plein d'autres choses qui sont bien sûr idéalement biosourcées, écologiques, etc. Mais vous voyez, ça ouvre de nouvelles perspectives. Donc ça, c'est le deuxième type de biomimétisme. Il y a un autre exemple. Est-ce que vous avez déjà vu des poissons avec des hélices? Qui en a vu? Moi non plus, hein, jamais. Hein. Je fais de la plongée depuis des années. Hein. Les poissons, ils ont quoi pour se déplacer dans l'eau? Des nageoires. Et si d'un point de vue ingénieur, on devait écrire ça, on parlerait de membrane ondulante, et non pas de turbine. Eh bien, il y a une entreprise française, je prends que des exemples français pour vous montrer que c'est en train d'arriver, qui a un nom anglo-saxon parce qu'il vise quand même le marché international, s'appelle Ilenergy. Eux, ils ont mis au point une hydrolienne, donc un engin pour capter l'énergie des courants, qui est une membrane qui ondule plutôt qu'une turbine. Et ça a des tas d'avantages. Ça vous permet déjà de ne pas être un hachoir à biodiversité dérivante. Ça vous permet également de fonctionner à faible courant et d'en avoir plusieurs qui fonctionnent les unes avec les autres sans se gêner. Ça a été testé en mer et maintenant en rivière, y compris en sortie de station d'épuration, pour voir un petit peu dans quel environnement ça résiste. Donc ils ont fait des tests un peu dans des environnements un peu agressifs.
e-l'énergie. Si vous regardez sur Internet, vous verrez une démonstration de ce type de procédé. Et vous voyez en fait que cette idée que dans l'eau, que ce soit les mammifères marins ou les poissons, on a toujours des membranes ondulantes, alors on repère, parce que ces espèces n'ont pas d'ancêtres communs rapprochés. Ça veut dire que dans l'évolution, par des chemins différents, le même style de réponse a émergé. Des membranes ondulantes pour se déplacer dans l'eau. Le dauphin et le poisson, mammifères d'un côté, poisson de l'autre, c'est des membranes ondulantes. Il y a des différences de symétrie, il y en a qui sont plutôt verticales, d'autres horizontales, mais c'est le même type de design. Et ça, c'est de l'or en barre pour les gens qui font du biomimétisme. Ça veut dire que c'est une des meilleures réponses possibles dans ce type de contexte. Vous voulez un autre exemple ? Se déplacer dans l'air, à votre avis, c'est quoi ? Une très bonne idée quand on veut se déplacer dans l'air, qu'on va retrouver chez plein d'espèces qui ne sont pas apparentées. Planer. Planer, grâce à quoi ? Une portance. Portance, grâce à des ailes. Les ailes, vous les retrouvez chez qui ? Les oiseaux. Est-ce qu'il y a d'autres espèces qui ne sont pas des oiseaux ? Les insectes, les chauves-souris, mammifères, insectes, oiseaux, Graines de tilleul. les graines de tilleul. Vous vous retrouvez avec le même style de design, avec des variations. Même les poissons ont des ailes, les poissons volants. Ça veut dire que demain, sur une autre planète, si la vie existe, il y a de grandes probabilités que pour se déplacer dans l'air, il y ait des structures qui ressemblent à ce que nous, on appelle des ailes. C'est ce qu'on appelle une convergence évolutive. Et vous voyez qu'on voit des patterns qui, finalement, ressortent et qui peuvent être extrêmement intéressants pour résoudre des problématiques qui peuvent être complexes. Surtout si des espèces non apparentées ont développé le même style de réponse à travers l'évolution. Ça va pour le deuxième style, le deuxième niveau du biomimétisme. Après, il y a un troisième niveau. Et le troisième niveau, c'est de se dire 3,8 milliards d'années d'existence de la vie sur Terre. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme cahier des charges qui semble émerger de ces 3,8 milliards d'années d'essais-erreurs ? J'en ai cité quelques exemples. L'eau comme solvant universel. L'eau, matrice essentielle, matrice du vivant. Le vivant est apparu dans l'eau. Dans nos technologies, solvant toxique. Hyper efficace d'un point de vue industriel, mais toxique, agressif. La chimie du vivant est 100% dans l'eau. Voilà, ça va nous intéresser. Et si on appliquait ce cahier des charges à nos façons de concevoir nos matériaux, les concevoir dans de l'eau, comme le procédé Sol-Gel dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un autre exemple, c'est déchets égale ressources. L'économie du vivant est une économie essentiellement circulaire. Et si, à chaque fois que vous avez besoin de concevoir quelque chose, je vous dis, regardez le problème autour de vous et faites-en une ressource. Prenez un déchet et faites-en une ressource. Autre principe inspiré du vivant, par exemple, température et pression modérée, au lieu de haute pression, haute température. Ou bien miser sur un design intelligent de l'information. Parce que si vous avez une information qui vous revient par rapport à vos actions dans un environnement, vous pouvez corriger cette action en fonction de cette information. Est-ce que j'ai été dans la bonne direction ou pas ? Et sur des millions et des millions d'années d'évolution, eh bien, les systèmes vivants se sont optimisés grâce à ça. Parce que les stratégies qui ne payaient pas, elles ont vite disparu. Et on voit très bien que dans nos sociétés dites postmodernes, la quantité d'informations a augmenté, mais la pression sur les ressources aussi en même temps. Tout notre système d'information, il est basé sur quoi ? Sur des terres rares, sur des hautes pressions, des hautes températures, des énergies importantes. Et en plus de ça, on crée de l'obésité informationnelle, qui ne nous est pas utile, mais qui nous perd. C'est ça que j'entends par design intelligent de l'information. Une information qui nous guide par rapport à notre raison d'être, à la façon dont on va évoluer pour essayer d'atteindre nos buts souhaitables. Une fourmi qui traverse cette pièce ne va pas capter la même information que vous qui traversez cette pièce. Donc comment je vais designer mon interface informationnelle de façon à capter dans l'environnement les choses qui vont me guider, pas me perdre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Donc ça veut dire qu'il faut comprendre où on veut aller. Sinon on est perdu dans un flot d'informations qui ne nous sert à rien. Eh bien ça, c'est un des principes hyper intéressants que je transmets aussi à l'échelle organisationnelle. C'est quoi finalement un design intelligent de l'information et comment finalement, si on a clarifié notre raison d'être, notre vision, on va aussi
designer notre système d'information pour nous donner une meilleure chance d'y arriver. Ça va? Toujours? Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Ou des envies de réagir? Oui? Est-ce que vous pouvez donner un exemple sur ce système d'information pour comprendre ce que ça donne? Très bien. Par exemple, à l'échelle, il y a différents niveaux de complexité qu'on peut traiter. À l'échelle d'une espèce, ça va être par exemple tous les organes d'essence. Ça va être aussi la capacité, grâce à ces organes d'essence, de capter des hormones, de capter des signaux acoustiques, et donc de pouvoir modifier son comportement en fonction de ces informations qui nous viennent de l'environnement, qui peuvent être soit des opportunités, soit des dangers. À l'échelle d'un écosystème, ça peut être le fait que, par exemple, dans une forêt méditerranéenne, il arrive fréquemment, surtout pendant l'été, qu'il y ait des feux. Et que le système forêt garde la mémoire de ces crises. Et que tout d'un coup, il peut y avoir des innovations qui apparaissent, que certains arbres vont avoir maintenant des graines qui ont besoin du feu pour germer. Et que donc la mémoire du système a généré une réponse qui fait que quand il y a la crise, elle est un déclencheur pour redémarrer le système en question. C'est exactement ce qui se passe par exemple avec les pins d'Alep ou bien les cèdres aussi, certains séquoias, les cèdres, qui ont besoin du feu maintenant pour germer. C'est-à-dire qu'en fait la crise provoque la régénération. C'est de l'information qui a été engrammée quelque part dans certains systèmes biologiques et qui maintenant permettent au système forêt de réagir à une situation qui peut être problématique. Est-ce que c'est plus clair? Merci. Voilà, il y a des tas d'exemples. Mais c'est aussi un banc de poissons ou un vol des tourneaux, capable de se synchroniser. Il n'y a pas d'embouteillage dans un banc de poissons, hein. Je les ai même vus dans des épaves. Donc ils transmettent avec des règles très simples. Hein. Très très simples. Un poisson fait attention à 3 poissons autour de lui, et il y a des règles. Si tu es 2 distances ou 3 distances de corps de moi, tu te rapproches, et si tu es moins d'une distance, tu t'éloignes. Et chacun fait ça avec 3 autour de lui. Et ça provoque un comportement synchronisé. C'est l'exemple, hein. Les fourmis, les abeilles, etc. Il y a des tas d'exemples. C'est plus clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres réactions? Alors maintenant, je voudrais vous poser la question, qu'est-ce que la nature? Qui voudrait tenter une réponse? Qu'est-ce que la nature? Ah oui, vous allez travailler un petit peu quand même. Oui? Déjà, c'est l'ensemble du vivant sur la Terre, tout simplement. L'ensemble du vivant sur la Terre. Ok? Oui? Pas que le vivant, l'ensemble du monde non transformé par l'être humain. L'ensemble du monde non transformé par l'être humain, ce que les anglo-saxons appellent wilderness, parfois, le monde sauvage. Oui? Je continue. L'ensemble du monde visible et invisible. L'ensemble du monde visible et invisible. Très bien. L'ensemble du monde visible et invisible qui vit en écosystème. Oui, très bien. Avec les interactions. Toutes les interactions entre les différents éléments de ce... Alors, c'est une question un peu piège. Hein. C'est une question un peu piège parce qu'en fonction des cultures, la réponse peut être différente et parfois même la question peut n'avoir aucun sens. Il est des cultures où le mot nature n'existe pas. Philippe Descola, anthropologue, l'a prouvé. C'est un concept qui est très anthropocentré en fait. Et très occidentalo-centré même. Il n'y a pas que l'Occident, hein. Même chez certains penseurs chinois, pas dans le taoïsme, mais dans le confucianisme, il y a cette idée un peu sous-jacente de la nature. Mais néanmoins, dans beaucoup de cultures occidentales, il y a un présupposé que d'un côté, il y aurait la nature versus opposé, comme vous l'avez dit, hein, au monde sauvage. Donc une sorte de séparation, intellectuelle en tout cas, parce que dans les faits, il n'y a pas de séparation. Je traite de ça parce qu'on est en train de vivre une période absolument fascinante, autant qu'elle est inquiétante. Elle est inquiétante parce que tous nos repères sont en train de changer, en tout cas de gros repères sont en train de changer, qui ont non seulement été des repères pendant les dernières révolutions industrielles, donc depuis le 19e siècle, mais je dirais même des repères, je ne suis pas le seul à le dire, hein, qui datent de la Renaissance, voire même de la révolution du néolithique. Allez, je vais commencer par la révolution du néolithique. Avant le néolithique, nous étions tous des chasseurs-cueilleurs, n'est-ce pas? Et donc il y avait un rapport au non-humain, je vais éviter le mot nature exprès, qui était un rapport
de transactions, où les chamans faisaient des rites pour demander aux animaux, et ça continue dans certaines cultures, hein, aux animaux, aux plantes, de les guider pour avoir du succès, pour guérir. Et il y avait aussi l'intermédiation des ancêtres. On est d'accord avec ça? Je ne dis pas trop de bêtises? Avec le néolithique, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'agriculture et l'élevage. Et l'installation dans les premiers villages qui deviendront les premières villes. Forcément, le rapport change. Et c'était presque inéluctable. Il faut maîtriser la plante. Il faut maîtriser l'animal pour pouvoir cultiver la plante ou pour élever un animal. On n'est plus dans un rapport d'égalité. On est dans un rapport de contrôle. Qui plus est, en s'installant dans les villes, on se rend compte, même en étudiant les tombes de cette époque-là, que la société devient de plus en plus hiérarchique, plus complexe, donc plus hiérarchisée. Maintenant, on va craindre aussi les mauvaises récoltes. Donc, il y a aussi une divination plus complexe qui commence à se mettre en place. Des divinités qui apparaissent, d'abord féminines d'ailleurs, de fécondité, et de plus en plus masculines, quand la société s'est un peu, est devenue un peu plus guerrière pour défendre un petit peu ses territoires. Il y a eu des tas de logiques en fait qui ont démarré à partir de là, et je ne suis pas en train de te dire que le néolithique était qu'une catastrophe, mais néanmoins, il y a des logiques qui ont démarré là, et de mon point de vue, on atteint le point d'acmé, quelque part, de ces logiques-là à notre époque. Autre moment crucial, en tout cas dans le monde occidental, c'est la pensée de Francis Bacon et de Descartes. Et même, je dirais un petit peu avant ça, même dans l'Antiquité avec Aristote. Mais je vais surtout me concentrer sur Descartes et Francis Bacon. Tous les deux à peu près à la même période, 1600 et quelques. Vous avez, avec Francis Bacon, l'idée de la maîtrise du vivant. C'est aussi des grands penseurs de la méthode scientifique. Empirisme, avec Bacon, essayer de trouver en fait les relations entre choses observables pour en déduire des lois, entre autres des lois du vivant, mais aussi des lois physiques, etc. Et avec Descartes, douter de tout, jusqu'à ce qu'on arrive à des connaissances dont on ne peut pas douter. Et d'ailleurs, vous connaissez tous le cogito, c'est vraiment une des dernières étapes. Je peux ne pas douter que je pense. Donc c'est le seul endroit finalement vraiment stable, mais néanmoins Descartes a aussi influencé, donc dans le cas de Bacon, la méthode empirique, et dans le cas de Descartes, la méthode hypothético-déductive. Et avec Descartes comme avec Bacon, l'idée que l'homme, Descartes l'a dit, devrait devenir comme possesseur et maître de la nature. Mais remettons ça dans son contexte. Sortie du Moyen-Âge, les grandes pestes, les grandes catastrophes à chaque fois qu'il y avait des hivers trop rudes, etc., les famines. Et dans ce contexte-là, c'était sortir de la souffrance générée par l'environnement, aussi peu prédictible, aussi variable. Donc souvent, même dans les tenants, on va dire, de l'écologie, on critique un peu trop Descartes. Il faut le remettre dans son contexte. On lui fait dire des choses qu'il n'a pas dit. Dans ce contexte-là, on pouvait comprendre ce genre de déclaration. Et en plus, ce n'était pas aussi caricatural que la façon dont on le dit de nos jours. Et Bacon, c'était même vraiment une injonction aussi à maîtriser, pour que le genre humain devait transformer la nature à sa guise, très, très influencé par la pensée aussi des religions, on va dire, monothéistes. L'homme à l'image de Dieu et quelque part le reste du vivant à sa disposition. Je caricature un peu exprès. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? N'hésitez pas à contester, si jamais je suis un peu trop caricatural. Avec la Renaissance, auquel ces penseurs ont aussi contribué, et je mettrai peut-être un bémol avec Spinoza, qui est aussi à peu près de la même période. Un penseur pour qui j'ai énormément d'admiration. Parce que lui, Spinoza, disait Dieu, donc la nature. C'est-à-dire qu'en fait, il incluait absolument tout dans ce concept-là, y compris l'humain et le non-humain. Dans ce concept de nature, pour lui, tout était l'expression de Dieu, tout était absolument l'expression de Dieu, y compris l'humain, qui avait la possibilité de se rendre compte qu'il faisait partie de ce grand tout. Et Spinoza était aussi un philosophe qui célébrait les limites. Quelque part, Bacon et Descartes ont contribué à essayer de transcender les limites, mais Spinoza, lui, dit non, au contraire, tout a une relation de cause à effet,
restons dans nos limites. Et la beauté de l'âme humaine, c'est de capable de se rendre compte de ces limites-là et de s'ouvrir dans la joie à la puissance d'agir. Ça va? Vous dites, mais où est le biomimétisme là-dedans? Tout ça va influencer énormément la façon dont on va concevoir au 19e et au 20e siècle nos technologies. La pensée de Bacon, comme celle de Descartes, ont poussé à ce qu'on appelle le réductionnisme. On va comprendre le tout en le saucissonnant en parties. D'accord? Et on a aussi dévitalisé les autres espèces, avec la pensée de Descartes, entre autres. Le corps-machine, le cogito, l'esprit d'un côté, le corps-machine de l'autre. Eh bien, mine de rien, dans cette culture-là, qui a dérivé, on va dire, parce que ce n'était pas, encore une fois, dans leur pensée d'origine, mais ça s'est, cristallisé d'une certaine façon dans la révolution industrielle, on a fini par avoir de la viande et de la production de viande et plus voir l'animal. On a fini par essayer de comprendre le monde en ayant comme seule perspective de le saucissonner en morceaux pour pouvoir mieux le comprendre. J'exagère un peu, mais il y a un peu de ça quand même. Et puis il y a eu 2 grandes blessures narcissiques. On peut dire même 3, dont on ne s'est pas complètement remis dans cette postmodernité. Newton nous a donné un petit peu l'illusion que, après la gravité, la façon dont on a compris un petit peu comment les astres fonctionnent, etc., c'était plus qu'une question de temps et qu'on allait tout pouvoir expliquer. Toutes les causes seraient comprises un jour ou l'autre. L'humanité avait la possibilité de comprendre toutes les causes et donc toutes les conséquences. Le Graal de Bacon. Et puis, on découvre la physique quantique. Ah zut! En dessous d'une certaine mesure, la constante de Planck, on peut pas, il y a un horizon où on ne peut pas comprendre l'espace et le temps. Ce n'est plus les mêmes référentiels. Et puis, on découvre à un moment donné aussi que l'univers n'est pas statique, comme on le pensait, qu'il y a eu peut-être un moment où tout a commencé, ce qu'on appelait le Big Bang. Et donc, il y a un horizon inconnaissable. L'espace et le temps commencent à partir de là. Et ce qui s'est passé avant, par essence, on ne pourra jamais l'observer. Double blessure narcissique. Et puis au début du XXe siècle, il y a un mec qui s'appelle Freud qui dit « Ah mais même la rationalité est influencée par l'inconscient. » Ah bon, non mais pourtant la méthode scientifique, rationnelle, le cogito de Descartes, je pense dont je suis, j'en tire toutes les conséquences, mais même ça peut être influencé par des processus inconscients. Eh bien quelque part on ne s'est pas remis de tout ça. On est encore dans la postmodernité en train d'essayer de se remettre de ça, de se chercher des nouvelles boussoles quelque part. Je vais revenir au vivant et à l'art de s'inspirer du vivant. Si on reprend donc cette séquence entre le chamanisme, le peuple racine, chasseur-cueilleur, le néolithique, la nature divinisée, la nature ensuite exploitée avec les révolutions industrielles, et en même temps donc la nature stocke, la nature ressource avant tout, et en même temps qu'on exploitait eh bien, assez tôt, dès le 19e siècle, les premières ligues de protection des oiseaux, les premières associations de protection de la nature en Angleterre, c'est le 19e siècle. À la fin de la conquête de l'Ouest, l'apparition des premiers parcs nationaux aux États-Unis. Donc la nature a protégé, a conservé, à mettre sous bulle, parce qu'on se rendait compte déjà qu'on allait trop loin. Et puis là, maintenant, semble émerger, et le biomimétisme en fait partie, la nature comme partenaire. La nature, entre guillemets nature, comme mentor, comme problème potentiel, on l'a vu avec la crise de la Covid, mais avec ce que le philosophe français Baptiste Morisot appelle une diplomatie interespèce. Et c'est en train d'émerger. Et le biomimétisme fait partie de ce signal-là, tout comme la permaculture. Ça vous parle ou pas? Vous êtes en train de vivre cette période. Alors oui, de grands stress, comme toutes les grandes périodes, mais en même temps des grands changements culturels qui sont en train d'essayer d'advenir. C'est pour ça que je vous ai fait ce long aparté sur la philosophie, parce que je pense que traiter du biomimétisme simplement comme un objet de design ou de conception, etc., ça serait manquer ce qu'il nous dit et faire le lien avec d'autres signaux qui nous parlent un peu de la même chose.
J'ai parlé de la permaculture, mais regardez dans le langage de l'entreprise, même les mots ont changé. On parle de boîtes, de courroies de transmission dans l'entreprise jusqu'il n'y a pas longtemps. On a commencé à parler d'ADN d'une entreprise ou d'écosystème d'une entreprise. Et bien là aussi, ça dit quelque chose de notre désir de retrouver une relation au vivant, même dans le monde qui est en train de détruire le vivant. Est-ce qu'il y a des questions? Ou des témoignages? Oui? Pourquoi est-ce que l'être humain n'arrive pas à être en symbiose avec la nature? Parce que tous les autres êtres vivants y arrivent, mais pas nous. Alors, symbiose, ça veut dire vivre ensemble. Après, il y a une relation où on peut avoir un bénéfice mutuel à être en relation l'un avec l'autre. Je sais que dans le grand public, le mot symbiose, ça veut dire relation mutuellement bénéfique, mais en fait, d'un point de vue scientifique, ça veut juste dire symbiose, vivre ensemble. La symbiose mutualiste, c'est quand la relation est bénéfique pour les deux parties. Et dans le vivant, il y a toutes sortes de relations, il n'y a pas que la symbiose mutualiste. Il y a de la prédation, il y a du parasitisme, il y a de la coexistence, il y a de la compétition. Par contre, là où peut-être vous pointez quelque chose d'important à partager, c'est que les plus grandes innovations dans le vivant viennent de symbioses mutualistes. Par exemple, des cellules qui sont apparues il y a 3,8 milliards d'années et qui étaient isolées dans l'océan primordial ont appris à collaborer, à faire des tissus. Ça a été l'apparition du multicellulaire. Mais aussi, certaines de ces cellules, probablement d'anciennes prédations, où il y a eu une sorte de deal qui s'est fait, ensuite une bactérie qui mangeait une autre, et puis ça a été l'apparition des chloroplastes à l'intérieur de ces cellules, c'est-à-dire les endroits où la photosynthèse peut se faire. Ou même nous, dans nos cellules, on a un organelle qu'on appelle les mitochondries, qui sont nos usines à énergie qui nous permettent de respirer. Eh bien, on a prouvé il y a maintenant quelques décennies que c'est une ancienne prédation probablement qui s'est transformée en relation mutuellement bénéfique. Et il y a énormément de grandes évolutions dans le vivant qui sont liées effectivement à la coopération mutuellement bénéfique, donc ce qu'on appelle le mutualisme. Maintenant, il y a aussi une autre information que je voudrais partager avec vous, c'est que vous voyez les amibes, c'est pas forcément très sympathique, hein, mais en même temps, il y a une expérience extrêmement intéressante qui a été faite avec des amibes. Vous voyez tout ce que c'est, les amibes? Ce sont des organismes unicellulaires qui ont un noyau, ce qu'on appelle des eucaryotes, et qui sont des parasites de l'humain, entre autres. Mais cette expérience montre que quand vous mettez dans une boîte riche en ressources des amibes, elles vont être en compétition les unes contre les autres. La compétition survient. Mais dès que les ressources s'appauvrissent, elles font des colonies collaboratives. Ce qui veut dire, il y a des tas d'espèces qui montrent ça, qu'en période d'abondance, on peut se permettre d'être en compétition, parce que ça coûte de l'énergie d'être en compétition, les uns vis-à-vis des autres. On passe de l'énergie dans la compétition. Mais quand les ressources s'appauvrissent, c'est la coopération mutualiste qui paye le mieux. Et c'est contre-intuitif. On pourrait se dire, il y en a moins, il faut qu'on soit plus compétitif. Et là, je ne parle même pas d'éthique. Ça a été observé chez les chauves-souris vampires aussi. Elles ont un métabolisme tellement élevé qu'elles ne peuvent pas vivre plus de quelques jours si elles n'ont pas réussi à trouver à manger. Eh bien, la survie du groupe est augmentée parce qu'elles se partagent du sang les unes avec les autres. Et il y a aussi des relations de réciprocité. Si tu m'as donné du sang, tu auras plus de chances d'en avoir de moi le jour où tu n'en auras pas. Don contre don. Et ça a été prouvé, leur taux de survie de groupe est supérieur à si elles avaient été égoïstes. Donc voilà, je ne sais pas si c'est vers ça que vous vouliez pointer, mais en tout cas, ça serait... Ça me donne l'occasion, peut-être... Oui. C'est juste parce qu'on pouvait se le permettre. Oui, tout à fait, dans une période d'illusion d'abondance, parce que les hydrocarbures nous ont donné quand même une puissance énergétique extraordinaire, qu'on avait la capacité aussi, grâce à l'invention terrible et en même temps extrêmement efficace qu'a été le bulldozer, d'aller chercher des ressources à peu près partout dans la croûte terrestre. Et donc, oui, une période qui a semblé être abondante, souvent au détriment d'autres humains aussi, avec la colonisation par exemple, et qui nous a conduit à mettre en avant, jusque dans les années 80 de manière assez forte, la compétition comme étant un des vecteurs principaux de création de valeur. Et on est en train de sortir de ça un peu douloureusement, mais de manière presque inéluctable. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de l'économie de la coopération, etc.
dans la douleur, hein, c'est pas évident de se désincarcérer de plusieurs siècles de fonctionnement, mais c'est en train d'arriver. Je vous propose il nous reste combien de temps? À peu près une vingtaine de minutes, je pense, d'expérimenter un jeu de cartes qu'on a mis au point au sein de l'Institut en collaboration avec d'autres acteurs. Et c'est sur des stratégies inspirées du vivant. Et en fonction des cartes que vous allez tirer, on va les commenter. Ça vous va? Il y a deux types de cartes, dynamique vitale et stratégie inspirée du vivant. On va commencer avec dynamique vitale. Qui c'est qui veut bien me servir de... On va faire tirer un homme et une femme, comme ça on aura un bel équilibre. J'avais envie de jouer. Voilà. J'ai Alors. pas aussi. J'ai pas loin à aller. Qu'est-ce que tu as comme carte? Moi, j'ai s'informer. S'informer, je l'ai traité un petit peu tout à l'heure. Donc, les dynamiques vitales, en fait, c'est les grands moments dans un cycle de vie, enfin, dans le simple fait d'être vivant, les grands aspects, un peu comme le prisme d'un diamant où on regarde par différentes facettes, et la qualité de l'information, la façon dont l'information va revenir pour optimiser la consommation de matière et d'énergie, c'est un des éléments cruciaux. Comme je l'ai traité tout à l'heure, je ne vais pas la retraiter celle-là. On vient de traiter aussi interagir. Interagir. Je vais quand même rentrer un petit peu plus en détail. Il y a plusieurs types d'interactions. Je l'ai parlé tout à l'heure de la prédation. Il y a également le parasitisme. Donc là, c'est plus, moins. Il y en a un qui bénéficie et l'autre, c'est plutôt négatif. D'accord? Il y a la coopération ou la symbiose mutualiste. Donc c'est plus, plus. Le lichen, par exemple, c'est une algue et un champignon. L'algue permet de faire la photosynthèse, le champignon d'aller chercher les éléments minéraux sur les roches. Okay? Il y a la coexistence. Okay? Il y a le commensalisme. Il y en a un qui bénéficie, pour l'autre c'est neutre. Par exemple, une araignée qui vit dans le terrier d'un blaireau. Okay? Mais quand vous avez ce type d'analyse, ça marche d'individu à individu. Mais si vous regardez une population de gazelles mangée par exemple par un lion, on peut dire que le lion mangé par la gazelle, c'est bon pour le lion et pas bon pour la gazelle. Mais si vous analysez d'un point de vue purement biologique, je mets de côté pour le moment la dimension éthique, c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas des humains, donc la question ne se pose pas pour eux, eh bien, la population de gazelles bénéficie de la prédation des lions sur le long terme. Donc en fonction de ce que vous analysez, de quelle échelle vous êtes en train d'analyser, vous n'avez pas forcément les mêmes réponses. Ça me permet d'aller un petit peu plus en précision dans ça. Est-ce que quelqu'un d'autre veut retirer d'autres cartes? Ça vous va qu'on fasse comme ça pour le... On peut les distribuer, sinon. Oui, encore deux par exemple. Pas toutes parce que je vais utiliser les autres après. Alors, qui veut commencer? Alors, s'adapter et évoluer. S'adapter et évoluer. Alors, effectivement, quand on est vivant, que ça soit à l'échelle d'une vie d'un individu ou à l'échelle d'une espèce sur des centaines d'années, voire des milliers d'années, on est tout le temps en train de s'adapter à ce qui se passe dans notre environnement. On ne peut pas être figé. Même un arbre qui semble figé s'adapte. Il va s'adapter à la quantité d'eau, il va s'adapter... C'est pour ça que vous avez vu l'été dernier, malheureusement, grande sécheresse, les feuilles tomber et jaunir. L'arbre, pourquoi il fait ça? C'est pas tellement que les feuilles sont en train de mourir, c'est un processus d'adaptation de l'arbre pour éviter qu'il y ait de l'air qui rentre à l'intérieur et qui provoque des bulles qui vont bloquer la sève. Donc il préfère perdre ses feuilles pour éviter ce qu'on appelle l'évapotranspiration, qui est super bénéfique quand il y a de l'eau dans le sol, mais quand il n'y a pas d'eau dans le sol, ça fait rentrer de l'air. Les seuls qui peuvent éviter ça, c'est les pins, qui ont des aiguilles, qui ont beaucoup moins de surface exposée, qui ont des cires, et c'est pour ça qu'ils gardent d'ailleurs aussi leurs feuilles pendant l'hiver. C'est la même raison. Ce n'est pas tellement qu'il n'y a pas assez de lumière. Les pins continuent à faire de la photosynthèse pendant l'hiver. Mais comme le sol est plus froid, il est plus contracté, il y a moins d'eau, alors qu'il y a des moments où il y a moins d'eau, il y a plus de risque de cavitation. Donc les feuillus préfèrent perdre leurs feuilles. D'accord? Donc s'adapter et évoluer, ça fait partie de la dynamique vitale. On est tout le temps en train de s'adapter et évoluer jusqu'à un maximum de plasticité qui est fonction de notre espèce. D'accord? Mais en tout cas, c'est toujours présent. J'ai une question pour s'adapter, évoluer. Par exemple, l'être humain qui est
en recherche de confort et d'habitude, de ne pas changer sa vie, etc., en fait, ils rompent cette chaîne de s'adapter, évoluer. Ils ne cherchent pas l'aventure, ils ne cherchent pas On ne peut pas être d'accord avec ça. le devenir. On ne peut pas être d'accord avec vous, là. Que l'être humain cherche le confort. Non, mais quand Ah, quand d'accord, ils d'accord. cherchent, quand ils cherchent. Ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être quand il y a des opinions un peu divergentes comme ça, c'est peut-être donner son avis sans forcément détruire celui de l'autre. C'est une petite. Je ne dis pas que vous l'avez fait, mais ça me donne l'occasion peut-être de poser un cadre qui permettra l'échange des points de vue. Tous les points de vue sont bienvenus. Donc, qu'est-ce que vous vouliez dire, par exemple? Non, mais j'avais pas entendu le camp. Mais effectivement, enfin, je pense qu'il y a deux types. Enfin, même au sein d'un même individu, il y a deux types de tendances. Il y a celle qui tend vers le confort et celle qui tend vers le dépassement. Je pense que même au sein d'une seule personne, ça cohabite en fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quelqu'un comme Pascal Pic, qui est anthropologue, qui dit trop de confort peut conduire en fait sur le long terme, enfin quand long terme à l'échelle d'une vie humaine, donc c'est même le très court terme à l'échelle d'une espèce, par exemple, hein, on parle de quelques siècles. Si vous avez en fait trop de recherche de confort, vous pouvez le faire grâce à des extensions technologiques, que ça soit des vêtements, que ça soit au tout début, en tout cas nos ancêtres c'était ça, ou des maisons avec une chaleur contrôlée, beaucoup plus connectée aux énergies fossiles, d'ailleurs depuis le 19e siècle. Et vous avez aussi par exemple tout ce qui est hygiène, qui a beaucoup changé depuis quelques siècles, et à un moment donné ça apporte des avantages, mais si on va trop loin, eh bien par exemple on peut affaiblir notre système immunitaire. Trop d'hygiénisme, c'est pas hygiénisme ou pas, c'est la question de la quantité. Et pour un bénéfice à court terme, vous avez peut-être des inconvénients à moyen terme et à long terme qui peuvent être très conséquents. Alors on est dans un paradoxe où, à force de succès, on s'affaiblit. C'est ce que dit Pascal. Voilà. Donc si on pense à l'évolution à court terme, c'est pas la même chose que si on pense à l'évolution à moyen et long terme. C'est peut-être pas les mêmes décisions qu'on prendrait. Vous voyez ce que j'essaie de pointer? Voilà. Il y avait une autre carte, je crois. Oui? Exister. Alors, exister. Pour être vivant, il faut exister. Donc, ça veut dire qu'il y a un dedans et un dehors. Et ce dedans et ce dehors, ce n'est pas étanche. D'accord? Notre peau même nous crée l'illusion d'une cloison, mais en fait, elle transmet l'information, elle reçoit des tas de choses, elle émet des choses, mais il y a quand même un dedans et un dehors avec une protection. Et même si jamais on parle d'une organisation, c'est important à un moment donné de définir une membrane. Qui fait partie de cette organisation? Quels sont les critères pour en faire partie? N'importe qui passe dans la rue, tel que vous avez organisé cette soirée, ne peut pas venir et s'asseoir. Vous avez créé une membrane. Et souvent, quand j'utilise cette carte, je pousse même les organisations à être plus précis sur ce que c'est que cette membrane. Il faut un dedans, il faut un dehors pour que ça soit un système vivant. Donc il faut exister. Est-ce qu'on a bien défini ça ou est-ce qu'on reste complètement évasif? Vous voyez ce que ça pointe? Super. Et il y en a une que je vais vous imposer. Disparaître. Disparaître. Mourir. Pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait la mort. Alors pourquoi vous aimez bien? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Parce que c'est un niveau de conscience optimal. Disparaître. Mourir aux yeux de certains, mais être là. Parce que finalement, on est tout le temps là. Donc pour moi, disparaître, ça me parle beaucoup. Oui? Moi, je pense que la pulsion vitale, elle vient de là. C'est parce qu'il y a ça que c'est ça qui anime, je pense, le fait qu'il faut vivre. Oui? Je pense que c'est une question aussi de régénération, peut-être laisser la place à d'autres êtres vivants et que la vie puisse continuer encore. C'est indispensable, effectivement. Tout ce que vous dites et résonne aussi avec la façon dont je perçois ce principe-là. Oui? Pour revenir à ce que vous aviez dit tout à l'heure par rapport aux cellules, quand elles ont commencé à se spécialiser, en fait, j'avais lu quelque part, je ne sais plus qui a écrit ça, que la mort
la disparition est née justement à partir du moment où on a commencé à interagir en tant que cellule, en tant qu'individu, en tant qu'espèce avec d'autres. Parce qu'au départ, ce ne sont que des cellules qui sont complètement indépendantes et autonomes. On peut reprendre le concept des amibes, etc. Bah, une disparaît, c'est pas très grave. Mais à partir du moment où on commence à en avoir une qui est spécialisée sur les sens, une qui est spécialisée pour la digestion, une qui est spécialisée pour le déplacement, si une disparaît, alors c'est la mort, mais pour l'ensemble de la structure. Et donc, c'est un petit résumé d'un petit peu tout ce qu'on vient de dire, je trouve. Et j'aimais bien cette image, donc je voulais juste la partager, parce que la disparition, elle n'existe que parce qu'il y a une spécialisation, que parce qu'il y a le mutualisme, que parce qu'il y a une existence, une coexistence, parce que si on est tout seul, qu'on disparaisse ou pas, en soi, ça ne change pas grand-chose. Le vivant et relation. Ça, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, qui est pour moi un moment crucial de compréhension de ce que c'était que le vivant, de voir que tout n'est pas interdépendance, contrairement à ce qu'on peut dire parfois, mais en tout cas, relation. Pourquoi je ne dis pas interdépendance? Parce que des espèces dépendent beaucoup d'autres, mais d'autres peuvent très bien se passer de nous, par exemple, sans aucun problème, voire même feraient mieux sans nous. Je ne dis pas que c'est une fatalité, que l'humain est forcément négatif. Je pense au contraire que l'humain peut être jardinier du monde en permaculture et créer beaucoup de belles valeurs. Je pense que l'humain est un être extraordinaire, potentiellement, par rapport à ça. Aussi extraordinaire que les autres, en tout cas. Mais tout ça pour dire que la relation, ce réseau de relations, de toute façon, depuis l'origine de la vie, sur Terre en tout cas, c'est un fait qui est indéniable. Parce que même les bactéries vivent en fait en colonie, la plupart des bactéries. Et même une prédation est une relation. Donc on ne peut pas être isolé, il n'y a pas d'isolation, c'est impossible. Sinon ça meurt, en fait. Enfin, ça meurt tout de suite, ça ne peut pas exister même. Là où le fait de disparaître est un élément extrêmement important, c'est qu'effectivement, on redonne des éléments au cycle et on rouvre des espaces où des choses nouvelles peuvent survenir. Vous imaginez si tout est figé? Mais à un moment donné, il n'y a plus rien qui peut arriver. Une fois que l'espace est rempli, c'est terminé. Heureusement qu'il y a la mort. Heureusement qu'il y a la disparition pour relibérer des espaces. Vous imaginez Trump qui vive 1000 ans? C'est bien aussi que de temps en temps il y ait du changement. C'est bien aussi qu'on pleure parfois aussi les êtres chers qui partent, mais néanmoins ça fait vraiment partie de la vie en fait. C'est l'autre revers de la médaille. Pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait mort. Oui? J'avais une question, prolonger ce que vous disiez. Ça veut dire quoi disparaître exactement? Parce que ça dépend ce qu'on définit par vivant. Si on parle, vous l'avez dit, tout se recycle, tout repart dans le système, d'une certaine manière, ça ne disparaît jamais, au niveau des particules, des atomes, etc. Qu'est-ce que ça veut dire en fait disparaître exactement? Disparaître en tant que identité reconnaissable à un moment donné. Chaque mot a été choisi parce que ce principe-là, on essaye de l'appliquer aussi bien à l'échelle des individus qu'à l'échelle des écosystèmes. Même une forêt finira par disparaître sur des centaines et des centaines de milliers d'années. Dérive des continents, assèchement, modification, etc. Et donc, ce n'est pas tellement le fait que les éléments qui constituent les atomes, etc., disparaissent, mais c'est une identité à un moment donné qui se dissout. Mais les éléments qui ont constitué cette identité-là, eux, par contre, certains d'entre eux, en tout cas, circulent, continuent à circuler. Et c'est pour ça que parfois, ça me permet aussi peut-être de finir un peu sur ça, parce que je crois qu'après, il y aura un moment un petit peu convivial. Quand on vous demande quel âge vous avez, vous répondez quoi? Votre âge d'humain, la plupart du temps. Mais vous pourriez tout autant répondre quasiment 14 milliards d'années. Parce que les atomes, certains d'entre eux, en tout cas, l'hydrogène par exemple, est apparu, et l'hydrogène qui est en vous, dans votre chimie, il y a, pour certains atomes d'hydrogène, il y a 14 milliards d'années. Et pour d'autres atomes, en tout cas certainement pas 50 ans, 60 ans, 70 ans ou 20 ans. Et si je vous demandais aussi, c'est quoi vos ancêtres, vous diriez quoi? Jusqu'où vous pouvez remonter? Combien de siècles? 15e? Ouais. Ben, je peux vous faire remonter jusqu'à 3,8 milliards d'années. Lucas, c'est comme ça que les scientifiques l'ont appelé en anglais. C'était non gendré parce qu'à l'époque la reproduction sexuelle n'existait pas. C'est la première bactérie, archéobactérie, qui est apparue dans l'océan il y a 3,8 milliards d'années. Toutes les espèces que vous croisez
dans votre quotidien, végétal, bactéries, animal, le chat que vous aimez qui vient se frotter contre votre jambe, ou le moustique qui va vous agacer dans pas longtemps, eh bien, vous êtes cousins en évolution. Certains peuples racines le disent, on est frères et sœurs en évolution. En fait, la science dite occidentale le dit également. C'est juste une question de pas de temps. 3,8 milliards d'années pour que cet arbre du vivant se diversifie. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai compris ça, je regardais les autres espèces de manière très différente. Et j'ai compris aussi ce que certains peuples racines disent. Quand ils disent on peut chasser, on peut manger, mais on le fait avec le respect du frère ou de la sœur qui nous permet en fait de vivre parce que justement on le mange ou on le cueille. C'est aussi sur une autre planète un autre arbre du vivant peut-être qui existe. Mais celui-là c'est le nôtre. Voilà, je vous remercie.